Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité, qui est de fait de cultiver la sérénité dans un environnement de travail stressant. Alors pourquoi cet épisode ? Vous savez tout comme moi que l'environnement et le monde professionnel est de plus en plus exigeant, que cultiver la sérénité est absolument essentiel pour maintenir un équilibre personnel, mais aussi une performance optimale. On va pas se mentir, cultiver la sérénité, c'est sympa, mais l'objectif, c'est quand même de délivrer du résultat dans les entreprises. Si je reprends une étude récente de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, il y a 59% des salariés français qui déclarent ressentir du stress dans leur travail. Même si l'ambiance de travail est plutôt correcte selon les dernières études, il y a quand même un certain stress, et notamment à distinguer le stress chronique du stress situationnel. Mais ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est d'explorer justement des techniques pratiques pour gérer le stress, pour le canaliser à la fois pour vous, mais aussi pour les équipes, et pour surtout créer un environnement de travail plus serein autour de vous. Dans cet épisode, vous allez donc comprendre l'importance de la notion de sérénité au travail, des techniques pour la cultiver et surtout comment ça peut transformer votre bien-être et votre productivité parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'un n'est pas le contraire de l'autre ou voilà comme l'huile et l'eau qui ne pourraient pas cohabiter ensemble. À la fin de cet épisode, vous allez du coup avoir des outils concrets pour pouvoir appréhender les situations, les personnes de manière différente pour améliorer votre qualité de vie au travail et votre efficacité. Sans plus tarder, abordons le premier point de cet épisode qui va tourner autour de l'importance de la sérénité au travail. Alors, sur un plan plus théorique, vous le savez, mais la sérénité permet en fait, de la gestion du stress, une bonne gestion du stress permet de mieux faire face aux difficultés, d'améliorer le niveau d'attention, de concentration, et du coup, pourquoi faire en fait pour favoriser un environnement de travail positif, productif. Cette fameuse sérénité dont on parle, elle est essentielle pour maintenir un équilibre pro-perso aussi, parce que voilà, le premier qui vous dit encore de nos jours, en 2025, quand je tourne cet épisode, laisse tes émotions sur le pas de la porte et tu rentres en oubliant tes problèmes, c'est qu'il a absolument rien compris. Voilà, on va se le dire les choses assez cash. Et c'est l'objectif de ce podcast, c'est d'aller droit au but. C'est que la personne n'a rien compris. Fondamentalement, on ne peut pas faire ça humainement. L'être humain n'est pas câblé pour dire « Ah bah tiens, tu me l'avais dit, t'as raison, je vais le laisser sur le pas de la porte, tiens. Voilà, je suis en train de vivre un deuil ou je suis en train de divorcer. T'inquiète, bah ouais, je vais allumer mon PC puis ça va aller mieux. » Non, pas du tout. On sait très bien que ça ne fonctionne pas. Le stress au travail aujourd'hui coûte environ, selon l'OMS, à l'économie mondiale, 1000 milliards de dollars par an en perte de productivité. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont procédé à leur calcul, mais on sait aujourd'hui que le manque de sérénité occasionne notamment une recrudescence de l'absentéisme, et l'absentéisme coûte très très cher aux entreprises de nos jours. Si je vous donne une métaphore liée à cette problématique, imaginez que vous êtes un lac calme. Eh bien, cultiver la sérénité, c'est comme maintenir la surface de ce lac tranquille, maintenir l'eau, la surface de l'eau tranquille, malgré
les vents et les tempêtes autour de vous. Pour vous donner un exemple, un manager, en cultivant la sérénité, parvient à garder son calme lors d'une réunion extrêmement tendue et donc à trouver des solutions constructives. Je vais vous donner une situation que j'ai vécue personnellement, dans laquelle, alors je me souviendrai toujours de cette situation, j'en parle assez régulièrement, dans laquelle j'étais sur le terrain avec mon N+1, en train de vérifier. Alors je me revois avec une plaquette dans les mains, en train de vérifier un poste de travail. Je devais certainement avoir une checklist dans les mains à ce moment-là. Et on était en train de discuter autour d'un projet. Et là, je vois arriver comme une bombe, mais je l'avais déjà entendu 100 mètres plus loin, une personne, en fait, un homme, qui venait se plaindre d'une situation. C'était une personne qui venait avec son carton de syndicat à ce moment-là, qui était en service autour de ça, et puis qui vient vers moi, mais alors avec une agressivité à tel point que on sentait physiquement son agressivité, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché particulièrement proche de moi, où ses postillons m'arrivaient sur ma blouse, en fait, pour vous dire. En fait, j'avais deux options dans ce cas de figure-là, et je savais bien que mon N+1 me faisait le test à ce moment-là, me laisser faire pour pouvoir tester ma réaction. Soit j'étais absolument pas calme dans cette situation, et j'aurais pu très bien monter sur mes grands chevaux en étant tout aussi, j'ai envie de dire, agressive, mais en le ramenant dans ses souliers avec la même posture. Ou alors, et c'est plutôt le choix que j'ai fait à ce moment-là, c'est de l'écouter avec énormément de calme, c'est-à-dire pour venir vraiment contrebalancer, si je dois mettre dans chacune des mains une balance avec le poids d'un côté qui était son agressivité, en fait, qui montait très très haut, et puis moi derrière, il fallait que je contrebalance finalement ça, il fallait que ma sérénité soit encore plus lourde pour vraiment contrebalancer cette situation. C'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Et grâce à ça, ça m'a permis de prendre du recul à la fois non seulement sur ses mots, sur sa posture, mais aussi de trouver une solution efficace qui a pu ramener une discussion constructive. Alors bien évidemment, pas sur le coup, mais cette personne, je l'ai invitée à me rejoindre quelques minutes plus tard, ce qui, moi, me donnait l'occasion, en fait, de reprendre mes esprits, et puis à elle de pouvoir redescendre un petit peu en considérant le fait que j'allais véritablement l'écouter et que son avis comptait énormément pour moi. Par rapport à ce premier point, voilà, qui est de l'importance de la sérénité au travail, je peux vous suggérer peut-être un livre qui est plutôt philosophique, mais si vous avez un attrait autour de ça, Eckhart Tolle, donc Tolle T-O-2-L-E, Eckhart E-C-K-H-A-R-T, Le pouvoir du moment présent. C'est un livre en fait qui explore l'importance de vivre dans le moment présent pour réduire le stress et cultiver la sérénité. Voilà, vous m'en direz des nouvelles en commentaire une fois que vous l'aurez lu. Par rapport au deuxième point qui va illustrer ce propos-là, je vais vous proposer des techniques pour cultiver cette sérénité. Alors les techniques pour réduire son stress, cultiver la sérénité, il faut bien comprendre que voilà, il y a plusieurs techniques et qu'il n'y a pas de mauvaise technique, chacun a la sienne et celle qui lui correspond et ça fonctionne très bien, d'accord ? Vous pouvez avoir autant de techniques de respiration, de méditation, de pleine conscience. Attention, la pleine conscience n'est pas de la méditation à proprement parler. Des techniques telles le journaling, la gratitude, établir des routines en fait pour pouvoir équilibrer les choses et puis trouver vos limites entre votre vie personnelle et professionnelle. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Occupational Health Psychology, je ressors mon accent texan pour ça, qui a montré que la méditation en fait peut réduire le stress pour améliorer la concentration. Pour ceux qui doutaient encore, les études montrent aujourd'hui que 15 jours de méditation modifient radicalement la manière dont votre
cerveau fonctionne et les ondes en fait qui y circulent au quotidien. Cultiver donc la sérénité, c'est un petit peu comme, une métaphore que je pourrais vous donner, c'est un petit peu comme jardiner. Il faut d'abord planter les graines de calme, les arroser régulièrement, c'est-à-dire entraîner votre cerveau et votre corps à fonctionner différemment, et puis donner du temps pour grandir. Si vous souhaitez une technique qui vous apporte des solutions et des résultats en 3 jours, sachez que vous habitez chez les bisounours un petit peu. On va se dire les choses, c'est que ça n'existe pas. Les magiciens n'existent pas non plus. Et à ce moment-là, il faut bien prendre conscience que au plus tôt je prends le problème à bras-le-corps, au mieux je m'entraîne, j'entraîne mon équipe et en fait je cultive quelque chose qui va durer dans le temps. Le problème de notre société, c'est qu'on est dans cette société de l'immédiateté. Donc, peut-être que, en fait, finalement, en écoutant cet épisode de podcast, vous allez vous dire, elle a peut-être une clé magique qui va faire que demain, dans 24 heures, j'aurai cultivé la sérénité dans mon environnement de travail. Désolée de vous décevoir, mais ça ne peut pas fonctionner. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, 15 jours suffisent, mais c'est 15 jours quand même, pour changer d'onde cérébrale par un état méditatif. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, votre mode de fonctionnement, il a pris un certain âge. L'âge que vous avez. Que vous ayez 27, 28 ans, 46 ans, 52 ans et au-delà, c'est autant d'années d'ancrage et d'habitude que votre corps a prise en fait dans son ADN pour dire on fonctionne comme ça. Et du jour au lendemain, si vous souhaitez modifier les choses, forcément, le fameux chasser le naturel, il revient au galop. Oui, vous allez retomber dans vos travers. En tout cas, votre cerveau va essayer de vous faire croire que non, c'était mieux avant. Donc, ce serait bien de revenir aux pratiques qu'on avait avant. Ici, imaginez une personne qui débute sa journée avec une séance de respiration, de méditation de 10 minutes. Il constatera inévitablement une amélioration de sa concentration et de son bien-être. Lorsque j'ai moi-même, parce que ce dont je vous parle, je l'ai testé, bien évidemment, que ce soit les techniques de respiration, les techniques de pleine conscience, les techniques de méditation, lorsque j'ai moi-même commencé à pratiquer, notamment la pleine conscience, j'ai remarqué une réduction, mais alors significative, de mon niveau de stress au cours de ma journée, une amélioration de ma productivité et une capacité accrue finalement à me concentrer sur des sujets qui étaient importants pour moi. Au départ, rentrer dans cet état de calme m'a demandé, alors quand je vous dis 10 minutes, 10 minutes après, la première fois, j'étais toujours pas calme, faut pas se mentir. Mais en reproduisant de jour en jour et en ne me prenant toujours que 10 minutes, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'en quelques secondes, je dirais entre 15 et 30 secondes aujourd'hui, je suis capable de rentrer dans un état de concentration, de conscience des choses qui modifie la manière dont je perçois mon environnement. Pour pouvoir appuyer ça, je peux peut-être vous proposer 2 livres, Où tu vas, tu es, de Jon Kabat-Zinn, un guide pratique pour la méditation de pleine conscience. Mais aussi, vous avez aussi La magie du matin, de Hal Elrod. Ce livre-là, il propose plutôt des routines en fait matinales pour améliorer bien-être et productivité. Une fois qu'on a parlé de cette technique-là, on est vraiment sur des techniques, je ne vous ai pas parlé de sport volontairement, parce qu'on est vraiment sur des techniques qui viennent apaiser le mental et plutôt réduire le rythme cardiaque. Il est important de parler de techniques qui réduisent le rythme cardiaque parce que dans le monde professionnel, je ne peux pas vous dire allez, enfilez vos baskets et puis allez vous faire un sprint ou une course de 15-20 minutes. Certaines entreprises le permettent entre midi et 2, mais la plupart des gens n'ont pas la possibilité de faire ça. Ce qui veut dire qu'il faut que vous accédiez aujourd'hui à des techniques qui vous permettent de réduire votre rythme cardiaque pour changer vos réactions hormonales, pour modifier les informations données dans votre système nerveux et du coup gagner en clarté. Et justement, l'objectif ici, c'est d'aller dans mon point numéro 3, vers les bénéfices de cette sérénité.
Je viens de vous le dire, c'est aller vers plus de sérénité dans un monde stressant. Ça améliore la santé mentale et physique. Ça favorise une meilleure prise de décision et pour ça, je vais directement faire le lien avec l'épisode 16 de ce podcast qui est intitulé « C'est quoi l'intelligence émotionnelle ?» Ce dont on est en train de se parler là, c'est la façon dont on peut développer son leadership, mais aussi les compétences associées au développement de cette sérénité et donc de cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle va vous permettre de mieux comprendre la façon dont vous percevez les choses, dont vous estimez, pour mieux ensuite vous exprimer, bien évidemment de manière constructive, maintenir et développer des relations saines avec autrui, prendre de meilleures décisions parce que des décisions éclairées, non pas sous le coup de l'émotion, mais des décisions éclairées, et mieux faire face aux difficultés. Eh bien, cultiver la sérénité, c'est un petit peu comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Elle éclaire votre chemin et crée une atmosphère plutôt cocoon, apaisante, avec cette lumière chaude autour de vous. Ça encourage également, dans votre environnement de travail, justement un travail positif, collaboratif, d'ouverture à l'autre. Ce que vous êtes se voit dans votre non-verbal. Et donc, ce non-verbal qui est plus attrayant, plus attractif, favorise une meilleure communication et une envie de communiquer, en fait, plus sereinement avec l'autre. Dès lors que vous voyez qu'une personne est un petit peu patraque, pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau, vous-même, inévitablement, que vous soyez très très empathique ou pas du tout empathique, eh bien, votre comportement va être influencé par cette personne en fonction de ce qu'elle véhicule comme information dans son non-verbal. Plus de 90% de la communication, de l'impact de la communication passe par le non-verbal et le ton de la voix. D'accord, ça c'est une étude de Merabian qui l'a indiqué. 55% précisément pour le non-verbal et 38% par la voix, par le paraverbal. Ce qui veut dire que l'impact des mots en communication n'est que de 7%. D'accord ? Une équipe, donc imaginez, en cultivant la sérénité, verra une meilleure cohésion, en fait, naturellement, sans team building, sans bowling, sans soirée à cocktail, etc., d'accord, et verra une amélioration de sa productivité apparaître. Et c'est pas de la magie, véritablement. Après moi-même avoir pratiqué, comme je vous ai dit, intégré ces pratiques dans mon quotidien, j'ai vraiment vu une amélioration notable aussi dans ma capacité à gérer les défis, à maintenir un environnement de travail positif et à faire en sorte que les personnes autour de moi absorbent finalement un petit peu de ma sérénité. Et donc, travailler avec moi, c'était aussi gage de calme et de pouvoir prendre des décisions en fait, et de pouvoir discuter en toute ouverture de n'importe quel sujet, puisque j'étais en capacité, en fait, d'accueillir tout ce qui se passait. Pour ça, vous avez peut-être aussi 2 livres que je peux vous proposer. Le bonheur au travail de Annie McKee. Comment cultiver le bonheur finalement au travail. Et puis The Happiness Advantage de Shawn Achor. Donc ce livre-là, lui, il parle plus de comment le bonheur et la sérénité finalement améliorent la performance au travail. Et puis pour mon dernier point, des cas pratiques en fait et des études de cas finalement autour de ces situations-là. Ici, je vais vous parler d'une étude de cas de Google en fait, qui a montré que leur programme Search Inside Yourself, donc cherche à l'intérieur de toi, a amélioré finalement le travail, donc le bien-être et la productivité de ses salariés en fait. Il faut donc imaginer Google invitant ses salariés à pratiquer la pleine conscience et la méditation sur leur lieu de travail pour renforcer leurs compétences d'empathie, d'intelligence émotionnelle, pour mieux se reconnaître les uns les autres et mieux communiquer. C'est-à-dire si Google l'a fait, n'importe quelle autre entreprise pourrait être invitée à le faire. Si je dois vous donner une métaphore qui a été menée en fait au sein de Google, ce qu'ils ont fait, c'est comme naviguer en fait
sur une rivière. Il faut parfois ajuster son cap pour éviter les obstacles, mais avec surtout calme, détermination et un sens de l'observation assez accru. Une étude de cas dont je peux vous parler, c'est cette entreprise aussi qui a mis en place un programme de bien-être en fait pour ses employés, qui avait inclus en fait des séances de méditation, des ateliers sur la gestion du stress. Alors moi j'aime bien dire quand j'accompagne sur la gestion du stress qu'on démarre de la fin parce que c'est la dernière étape de l'intelligence émotionnelle. Mais à chaque fois je leur dis mais c'est pas grave, on va remonter tel un saumon le lit de la rivière et puis on va réussir à comprendre la source de tout ça et c'est l'objectif de ce avec quoi vous allez repartir, une meilleure compréhension de vous-même. Eh bien, ces ateliers-là ont conduit à une augmentation en fait de la satisfaction au travail, au quotidien, de venir régulièrement et pouvoir avoir accès à tout ça. Vous le verrez également chez Google avec l'environnement de travail. Vous verrez de plus en plus aussi, et ça vient des pays anglo-saxons, des restrooms, c'est-à-dire des petits cocons dans lesquels vous pouvez vous placer pour faire des micro-siestes. Des environnements dans lesquels vous pouvez avoir des bulles aussi. Vous savez ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire si vous travaillez dans un open space, avoir la possibilité de prendre votre ordinateur et finalement vous mettre dans un espace, un bureau en général qui est plutôt en hauteur. Et quand vous fermez la porte, c'est quelque chose qui est hermétiquement, vous n'entendez plus rien sur un plan phonique, vous voyez. Toutes ces petites choses-là font que l'environnement de travail s'améliore d'année en année dans nos entreprises, que l'inspiration d'une entreprise à une autre, ça fait des petits, et qu'il y a tout un tas d'études qui démontrent que, effectivement, plus les entreprises, alors ça paraît dingue de dire ça, mais prendront le relais sur le fait de faire en sorte que les employés se connaissent eux-mêmes, c'est-à-dire entament des démarches de développement personnel pour leurs employés, plus le niveau de satisfaction va progresser, croître. Et encore une fois, quand on accroît son niveau de satisfaction au quotidien, quand on comprend mieux comment est-ce qu'on fonctionne les uns, les autres et les uns avec les autres, la productivité s'améliore en fait. Un salarié naturellement heureux finalement et équilibré est à plus de 20% plus productif qu'un autre. Sur un exemple personnel que je peux vous partager un projet particulièrement stressant que j'ai dû gérer. Et justement, plus ces techniques-là étaient en application, plus je me rendais compte que j'avais besoin de cet état de calme. Alors c'est notamment pendant les pics d'activité. Les pics d'activité qui ne vous laisse aucune marge de liberté, aucun temps, et chaque imprévu devient une catastrophe et devient une notion de crise en fait. Mais si on s'en réfère finalement à la traduction chinoise du mot crise, la crise veut dire opportunité. Ce qui veut dire que parfois, je dois vous le dire, mais ça reste entre nous, du coup. Parfois, il m'arrivait de m'isoler et de fermer les yeux pour respirer et justement revenir dans cet état de calme. Ça demande un ancrage très très fort, mais ça a occasionné des réactions de mes collègues qui me disaient « Mais comment est-ce que tu fais pour ne pas littéralement péter un plomb ?» C'est-à-dire que je voyais mes propres collègues qui couraient dans tous les sens par rapport à cette crise. Et moi, qui prenais du coup les décisions et qui orientais tout le monde sur quoi faire, alors bien évidemment c'est l'expérience qui permet de faire ça, mais je me souviendrai encore de ce collègue qui vivait son premier Q4, comme on appelle ça, c'est-à-dire la période de Noël la plus accrue, et qui m'avait dit, qui courait dans tous les sens, d'ailleurs nos chefs d'équipe me l'avaient fait remonter, en disant « Natacha, on voit qu'il n'est pas très serein et ça a l'air compliqué pour lui de vivre les choses. » Mais je lui disais, oui, mais on a tous vécu une première fois cette difficulté, en fait, à faire face à la crise, à l'urgence. Et donc, plus je cultivais ce calme, plus j'étais en capacité de prendre des décisions et de dire à chacun ce qu'il devait faire. Et d'ailleurs, tout le monde attendait finalement que je prenne une décision.
Donc par rapport à ce livre qui vient du programme de Google Search Inside Yourself de Chade-Meng Tan, ce livre en fait vous décrit le programme de pleine conscience justement développé chez Google. Je ne peux que vous inviter à le lire pour vous inspirer de ça. Mais vous avez également le livre de Michael Chacalson qui s'intitule The Mindful Workplace. Donc ce livre-là, lui, il vous invite à explorer la dimension de la pleine conscience et comment ça peut transformer un lieu de travail. Donc en conclusion de cet épisode, en répétant finalement une à deux choses que j'ai envie que vous reteniez finalement, vous l'aurez compris, cultiver la sérénité est absolument essentiel pour gérer le stress et améliorer et conjointement le bien-être et la productivité. Mais ça n'est possible qu'à partir du moment où vous-même, vous êtes dans ce calme absolu. Utilisez donc des techniques telles que la respiration, la méditation, la pleine conscience, et il n'y en a pas 12 000, je suis dans le regret de vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour diminuer votre rythme cardiaque, vous avez également la cohérence cardiaque qui peut vous permettre mais ça n'est ni plus ni moins que de la respiration finalement, eh bien peut vous apporter des bénéfices en incluant à la fois une meilleure santé mentale, mais aussi une meilleure santé physique. De nombreuses maladies sont issues d'une mauvaise gestion finalement des émotions, ça on le sait de nos jours. Mais ça peut aussi en termes de bénéfices vous apporter une efficacité, une meilleure efficacité dans la prise de vos décisions. Des décisions du coup plus efficaces et par effet de rayonnement, un environnement de travail plus positif finalement. Donc n'oubliez pas de consulter les livres que vous pouvez chercher à la fois en audio, peut-être sur YouTube, mais également du coup de les commander si vous le souhaitez. J'ai aucun lien d'affiliation, c'est vraiment de la pure ressource. Et puis si cet épisode vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas justement à le partager, à le transférer à des personnes de votre entourage. Votre feedback est précieux pour m'aider à améliorer le contenu. Et puis d'ici le prochain épisode dans lequel je partagerai encore d'autres pratiques managériales, eh bien je vous souhaite une belle journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.